le panel et j'invite Patrick, que nous avons eu tout à l'heure. J'invite aussi Bruno. Et enfin, j'invite, on n'a pas oublié les dames, Pacifique. Je vous invite à passer. Installez-vous. Choisissez une place qui vous convient. Et chaque fois, notre échange, ce sera bien sûr autour du thème de non à la violence dans les... Patrick est peut-être, pardon, Pacifique est peut-être pas là. Il est allé chercher, je crois, quelques bouteilles d'eau. Mais en attendant, nous, on commence. C'est moi qui m'avais mis au milieu. Oui, vous pouvez vous dire bonjour, bien sûr. C'est pas interdit. Et tout à l'heure, le public, on va vous donner la parole, on ne vous a pas oublié. Et donc, bonjour, chers frères et sœurs qui n'est pas avec nous. Et notre thème, ce sera évidemment sur, bien sûr, c'est non à la violence dans la région des Grands Lacs. Mais avant tout, vous avez l'occasion de vous dire bonjour, de même de vous serrer la main. Je me le permets aussi. Patrick, Bruno. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais à... Je vais le dire. C'est mon petit frère, parce que quand j'étais à la fac à Boutaré, il était derrière moi quelques années. Donc c'était un grand plaisir, parce que depuis, moi je suis parti vers fin 2000 de l'université de Boutaré. Et lui, oui, en 2004, il était tout petit, tout mignon, et il est devenu un grand monsieur. Donc je suis très très content de te revoir avec lui. Il est en Allemagne, mais je vais laisser la parole à chacun de vous de se présenter, et puis après de passer à quelques thèmes, d'essayer de développer avec quelques minutes que vous aurez envie d'avoir, je veux dire, et puis après, on laissera le public vous poser quelques questions, mais on va retenir quelques minutes encore au Lorient. Nous, on va nous rasseoir, mais Lorient, on va le garder un petit peu sur un autre thème qu'il va développer un peu plus. Je commencerai peut-être par vous, je ne sais même pas si je vous vois ou je vous tutoie, bon, permettez-moi de vous tutoyer. Bruno, tu peux te présenter, s'il te plaît. Voilà, bonjour. Je suis donc Bruno, j'habite au centre de la Belgique. J'ai vécu 4 ans au Rwanda, c'est comme ça que je connais un peu le Rwanda, et je suis aussi formateur en non-violence. Mais bon, d'abord, je suis quelqu'un qui essaye plus ou moins de vivre la non-violence. C'est mon premier objectif. Merci. Bonjour, c'est Patrick Baleba, je suis juriste, avocat. J'ai vécu au Congo, au Kivu, c'est là que je suis né. Je suis en Belgique depuis quelques années pour raison de travail, mais j'ai vécu toutes, je peux dire, pas les étapes, mais tout ce qu'on a vécu dans la région de Grand Lac depuis 1994. J'étais en 4 ans secondaire, jusqu'à ce que j'ai terminé les études. Donc j'ai vécu tous les processus dans ma chair. Voilà. Et maintenant je travaille pour une ONG belge ici en justice et paix comme chargé de recherche. Et voilà, donc, j'ai été désigné pour non seulement représenter l'ONG dans cette réunion, mais aussi en tant qu'un témoin qui a vécu tout cela dans la région. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Dahayo, j'habite en Allemagne, et comme Faustin l'a dit, on s'est connu au Rwanda, à Butare, à l'Université nationale du Rwanda. Et là, ça il ne l'a pas dit, il était président de la communauté catholique des étudiants. Et moi, voilà, j'étais nouveau là-bas.
mais j'ai pu quand même devenir son secrétaire de toute cette communauté. Mais on a vécu aussi, disons, dans une même maison à Domus, Patrice. Ça s'appelait comme ça. Peut-être pour ceux qui sont passés à Botare ont connu cette maison. Bon, on a été ensemble, disons, dans cette communauté catholique et on a vécu ensemble des valeurs, disons, de paix, des valeurs chrétiennes. On a partagé, on a eu des moments d'échange. Et bon, voilà, je suis content de le retrouver ici. C'est vrai qu'au Rwanda aussi, il était éloquent, il pouvait aussi faire des modérations, même là où nous vivions. Et donc, comme vous l'avez constaté aussi, et donc, tout ce qu'il a fait ici, au fait, il n'a pas changé, il restait le même. Et bon, voilà. En Allemagne, je suis chercheur, enseignant-chercheur à l'université de Siegen, et bon, en sociologie. Et à côté de ça aussi, je fais de la politique en Allemagne. Et je suis membre du Parlement local à Düren. Et ça fait 11 ans que je suis en politique. Et que ce soit dans mes travaux de recherche, que ce soit en politique, j'essaie de suivre de près la situation des migrants, des réfugiés, et je fais des recherches sur les mouvements migratoires, pas seulement des mouvements migratoires qui viennent de l'Afrique, mais aussi qui viennent d'ailleurs, que ce soit de l'Asie, du Moyen-Orient. Et j'essaie aussi d'être actif politiquement au niveau local pour aussi défendre des droits des réfugiés et des droits des minorités et lutter aussi contre toutes les formes de discrimination ethnique, raciale et aussi des formes de discrimination des personnes qui sont menacées de marginalisation. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Laurien Nezimana. Enfin, c'est le nom que les parents m'ont donné. Si je devais vous dire mon nom en Kinyarwanda, vous nageriez complètement. Alors, je ne vais pas le faire. En Kinyarwanda, je m'appelle Luda Samaye Amagara Tereju. On n'a rien compris. Voilà. En Kinyarwanda, quand on se présente, généralement, on fait un petit poème où l'on présente son projet de vie. C'est un nom que j'ai pris pendant le génocide au Rwanda. Luda Samaye, ça veut dire celui qui ne se préoccupe pas de rattraper sa vie lorsque les existences sont bouleversées. Voilà. Alors, moi, je suis théologien de formation. J'ai fait mon 3e cycle en théologie à Leuven, dans les années 90. Et c'est là que j'ai inventé un principe que j'appelle le principe de bonne puissance. Et c'est à partir de ce principe que je vis et que je travaille au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Vous allez nous en parler tout à l'heure en long et en large. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ce que je dois vous dire, c'est que je réside ici en Belgique, à Leuze, en Hainaut, mais je travaille au Rwanda, au Congo et bientôt au Burundi. C'est-à-dire dans cette région-là. Et dans cette région, j'essaie de former des gens à la bonne puissance. Je vais vous dire tout à l'heure de quoi il s'agit. Merci. Mais peut-être tant que vous avez le micro, je vous laisserai lancer le débat avec le thème qui n'est pas celui de tout à l'heure que vous allez nous présenter vers la fin, mais plutôt sur la paix communautaire, la réconciliation et la conscience éthique. Voilà. Tout simplement, un petit peu, si j'essaie de le dire avec un petit questionnement, comment éveiller les consciences locales pour arrêter ou prévenir les conflits dans les pays des Grands Lacs. Voilà, alors, tu me mets directement dans le vif du sujet. Oui. Il ne faut pas le faire quand il est chaud. Nous travaillons à ce que nous appelons un changement de changement. Normalement, quand on travaille dans le changement social,
on essaye de faire changer les structures. Et quand on est un peu violent, ou beaucoup, et qu'on veut que le changement soit rapide, on prend la Kalachnikov, on enlève les dirigeants, on met d'autres dirigeants, et on croit qu'on a changé. Ouvrez bien vos cerveaux parce que moi je n'aurai plus de questions, je ne comprends plus rien. C'est vous qui allez lui poser des questions après. Voilà, donc on pense que lorsqu'on change les dirigeants, on a changé le pays. Ce n'est pas possible, c'est pas ça. Parce que ce qui crée la réalité que nous vivons, ce sont nos consciences. Donc, si j'enlève un dirigeant et que je mets un autre qui a le même niveau de conscience, je vais avoir une autre figure de la même chose. Alors, si nous voulons vraiment la paix, il faut d'abord rappeler aux gens qui ils sont vraiment. Qui sommes-nous vraiment derrière le masque que nous montrons au monde? Parce que si on ne se souvient pas de qui on est, les latins disaient agere sequitur esse, ça veut dire l'agir sur l'être. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites non plus. Donc, si nous voulons changer nos communautés, moi je dis qu'il faut commencer par les individus. Il faut commencer par rappeler aux gens qui ils sont vraiment, ce qui leur permet de retrouver de la puissance. Parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le discours que tu as lu, en fait, le peuple se trouve impuissant devant les situations dans lesquelles nous sommes. Et quand on est impuissant, on ne peut rien changer, on croit qu'on ne peut rien changer. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver de la puissance? Il faut que chacun se rappelle que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des enfants de la vie. Pour ceux qui croient, je dirais des enfants de Dieu. Et si vous êtes des enfants de la vie, vous êtes la vie elle-même. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes divins. Et en tant que tel, vous avez une force énorme à l'intérieur de vous, que nous appelons justement la bonne puissance, qui vous permet de vaincre la peur, de vaincre la résignation et de vaincre l'exclusion. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, celui qui est à côté de vous est un enfant de Dieu aussi. Même celui qui est en train de vous tirer dessus est un enfant de Dieu. Donc vous avez un dénominateur commun. Alors, rappelez aux gens le dénominateur commun, notre dénominateur commun. Et la puissance que nous portons en nous, qui est finalement une puissance de don, la capacité de donner la vie. Et pas la mort, de donner la vie. Alors, une fois que vous avez rappelé cela, les gens commencent à développer leur énergie interne. Ils commencent à changer leurs relations. Et donc, la communauté commence à se construire à partir des individus qui se donnent la main. Donc, je dirais, nous allons de l'individu à l'équipe, de l'équipe à l'organisation, de l'organisation à la collectivité desservie par cette organisation, et progressivement, nous retrouvons notre énergie. Et nous pouvons changer les choses. Alors, une fois que j'ai développé ma puissance intérieure, que j'ai vaincu la peur, que j'ai vaincu la résignation, que j'ai vaincu l'exclusion, et que je peux donner la main à mon voisin, l'histoire commence à changer. Ça commence tout doucement. Donc, ça va lentement, parce que c'est d'abord quelque chose qui part de l'individu. C'est pour ça que les violents, ils n'aiment pas cette démarche-là. Lui, il veut aller très vite, donc il va manipuler la foule, il va utiliser les armes, ça va changer apparemment très vite, mais en fait, il n'a fait que changer la figure de la même violence. Pour éviter cela, allons de l'individu à l'équipe, allons de l'équipe à la communauté, progressivement. Voilà. Vous parlez aussi peut-être que vous l'avez dit, mais vous parlez de l'éthique et de la responsabilisation, j'imagine que ça se trouve dedans, de ce que vous venez de dire. L'éthique se trouve dans cette décision d'agir à partir de l'intérieur de soi-même. Je ne suis pas en train d'obéir à des lois extérieures. Ça, c'est ce qu'on appelle la morale.
Mais l'éthique, ça part de l'intérieur de moi. J'ai compris que moi et l'autre, qui qu'il soit, même celui qui me tire dessus, c'est un frère. Donc j'ai une éthique de ce que je pourrais appeler l'éthique de la fraternité. L'éthique de ce que j'ai appelé le dénominateur commun. Voilà, c'est ça. D'accord, moi j'ai évidemment plein de questions, mais je pense qu'il y a un thème qui vient, effectivement, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, qui est tout à fait complémentaire avec ce que vous dites, c'est donc celui qui me tire dessus est aussi un frère, est aussi, c'est ce que vous avez dit, est aussi l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno? Et, avant de dire ce que vous avez dit, oui. Mais c'est aussi enchaîné avec votre thème qui est donc engagement du citoyen occidental, mais surtout avec le rôle de l'Église. Parce que vous êtes dans votre association Church and Peace. Et donc la question c'est, évidemment, je sais qu'à ma question, ça je connais la réponse, mais quel est le rôle de l'Église, peut-être aussi de l'Église occidentale, de la société occidentale, pour l'arrêt des violences et le retour de l'unité et la réconciliation, je vais dire, parce qu'aujourd'hui on parle de la région des Grands Lacs, peut-être une autre fois on parlera de l'Ukraine ou ailleurs, mais aujourd'hui on va plutôt concentrer sur la région des Grands Lacs. C'est à toi, Bruno. Merci. Donc oui, l'Église, quand on dit le rôle de l'Église c'est qui? Alors je crois que c'est d'abord les chrétiens, c'est-à-dire c'est nous. Alors si on voit le rôle de l'Église, c'est le pape qui doit agir, c'est les évêques qui doivent agir, on sera toujours déçus. Je crois que l'Église, c'est nous. Le rôle du pape et des évêques, c'est de faire l'unité, c'est ça qu'on leur demande, c'est de représenter les chrétiens quelque part et de les mener. Mais notre rôle à chacun, c'est d'inviter, c'est de se sentir responsable de cette Église. Et par ça, il y a partir de là, de les inviter à agir, de les inviter à retourner au message de Jésus. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait d'être évêque, ça rend saint. Non, les évêques sont parfois tout aussi empreints d'une violence, comme disait Laurien. Ils peuvent être spirituellement pas très, très élevés. Hein. Ils peuvent avoir leurs intérêts ethniques et autres. Et donc, c'est à chacun de nous à chercher à sortir de cet aveuglement qui nous dit. Alors je pense que oui, on est mené par un aveuglement. Il y a des choses, je pense à cette parabole, il y a le monsieur là qui demande à Jésus qui est mon prochain, et puis Jésus va transformer la question. Il va lui demander à la fin de l'histoire qui s'est montré mon prochain. Voilà, je crois que c'est ça le message de Jésus. Alors j'ai un petit outil pédagogique ici. Ça c'est notre regard. Alors moi, je suis dans mon regard, je me vois et je vois l'autre. Alors l'autre, souvent, je le raye, c'est-à-dire je ne le vois pas, il ne compte pas pour moi. Et Jésus va nous inviter, comme dans la parabole, à ouvrir le regard. C'est-à-dire, vous voyez, je tourne ma roue. Et au lieu de rayer l'autre, il devient un peu transparent. Et là, ça veut dire que je le regarde. Je vais essayer de voir ce qu'il a et ce qui est précieux chez lui. C'est pour ça que, c'est comme ça plutôt que je vais découvrir que, même, comme disait Laurien, celui qui veut me tuer, oui, ben c'est un être humain, c'est quelqu'un, c'est aussi un enfant de Dieu. Voilà, il y a tout ce regard qui ouvre sur l'autre. Et comme chrétiens, nous avons invité nos évêques et les autres chrétiens et le monde entier à ouvrir le regard, à développer cet amour, le mot amour qui veut tout dire et rien dire, mais au fond, l'amour c'est ceci. Mais maintenant, attention, il y a une autre façon de détourner le regard, c'est de s'écraser soi-même et de ne pas croire en soi. Et d'être trop effacé et d'oublier ses propres valeurs. Alors, être chrétien, c'est pas seulement valoriser l'autre, etc., c'est aussi voir ce qui ne va pas et oser le dénoncer. Voilà, il y a un travail, et ça c'est un travail de l'Église. C'est pas seulement
être gentil, parler amour et paix, mais c'est aussi voir la réalité de ce qui ne va pas et oser en parler. Oser se remettre aussi en question soi-même, bien sûr, parce qu'il y a du rayé en chacun, non pas seulement en l'autre. Et c'est ça qui nous rend frères, c'est que nous partageons à la fois du transparent et du rayé. Voilà. Alors, dans l'Église, c'est le message d'amour de Jésus, c'est de nous responsabiliser pour qu'on ouvre le regard sur les 4 parties du regard d'amour qui est un peu défini dans cet outil que je présente très brièvement. Merci beaucoup. La question que j'allais vous poser, peut-être je la réserve au public. J'imagine qu'ils ont la même pensée que moi, vous avez lu dans mes pensées. Mais vous êtes, tous les deux, vous êtes articulés presque autour, effectivement, de cette force aussi de Dieu, de cette fraternité divine, mais on va peut-être être sur un autre versant, et le lien est toujours à l'origine. Ne pensez pas que je vais dire le lien est toujours là, le lien est toujours là aussi, effectivement. Emmanuel, dans la région, il n'y a pas que les militaires qui se tirent dessus, d'ailleurs c'est comme toutes les violences, mais la répression va au-delà de l'imaginaire pour aussi s'attaquer à la dignité humaine, aux violences sexuelles. Et ça, je sais d'ailleurs que toi, avec notre ami, sauf si je me trompe, tu as écrit un livre sur, c'était sur le rôle des femmes au Rwanda ou... Ah oui, la violence politico-militaire contre les femmes. Contre les femmes, voilà, exactement. Et donc là, on est dans les bonnes mains. Comment peux-tu analyser cette violence commise contre les femmes pendant les conflits? Et je sais que tu vas certainement parler, peut-être, de Victoire Ingabire et d'autres figures aussi. Merci Faustin pour cette question qui n'est pas facile à répondre. Mais ce que vous évoquez est connu de tout le monde. Nous vivons ou nous venons d'une région qui a connu des violences, je dirais inhumaines, des violences que nous arrivons, pour nous, disons en tant que chrétiens, en tant qu'humains, que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est inimaginable ce qui se passe, mais quand on essaie de voir de près ce que signifie cette violence-là, je pense qu'on peut trouver des éléments de réponse dans la lettre que vous avez lue, du jeune Congolais qui a envoyé son message. Et la violence, en fait, c'est une façon. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit la violence, là, il faut voir que derrière cette violence-là se cache, disons, une volonté de garder le pouvoir, d'accéder au pouvoir par la force et aussi de conserver ce pouvoir par la force. Voilà, il se cache une sorte disons, de manque de légitimité, de la part des gens qui commettent cette violence-là, de la part des gens qui sont au pouvoir, qui ne se sentent pas légitimes et qui ne sont pas légitimes. Parce que quand on est légitime, en fait, on n'a pas besoin de commettre de la violence pour se faire respecter, pour se faire, disons, pour asseoir son pouvoir. Mais pourquoi, par exemple, attaquer à des figures féminines alors que, même visiblement, on peut voir quelques militaires femmes, mais en fait, compte, il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi on s'attaque? Et encore sur un point, la violence ou le viol sexuel. D'ailleurs, je peux aussi mettre ensemble le fait de tuer des enfants. Pourquoi? Le fait de tuer les enfants, de violer les femmes, de commettre de la violence sur les femmes,
c'est une façon disons, de porter la terreur à un niveau extrême pour faire en sorte que les gens, les personnes vous craignent. Et quand on viole les femmes, quand on tue les gens, bon, en fait, c'est un message, c'est une arme de guerre, c'est un message qu'on envoie aux victimes ou aux autres personnes qui peuvent demain ou après-demain devenir des victimes, que si nous ne font pas attention, ils vont subir le même sort. Donc, nous savons, nous tous, le rôle que jouent les femmes dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos ménages. Violer une femme, tuer un enfant, en fait, ça signifie tout simplement tuer ces familles-là, tuer ces ménages, violer tous ces ménages. Et quand on commet une violence contre une femme, je dirais, politique, et là, c'est un message de terreur qu'on veut lancer, disons, à tout un peuple, disons, et aux peuples différents. Dans notre culture, normalement, dans notre tradition, nous respectons, bien sûr, les femmes aussi respectent les hommes, mais en général, nous respectons les femmes. Et alors, quand on ose s'attaquer violemment à une femme, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi je n'ai pas de limite, je suis prêt à tout pour que je puisse garder le pouvoir, pour que je puisse voilà, conserver le pouvoir. Bon, quand on s'attaque alors, vous avez évoqué Madame Ingabire, quand on s'attaque à Madame Ingabire en tant que femme politique, mais là, c'est une façon de donner un message de terreur tout en disant quiconque qui voudra essayer de mettre en cause mon pouvoir va subir le même sort, la même chose. Et nous sommes ici aussi pour voir justement que, heureusement, qu'il y a aussi dans nos sociétés des femmes, des hommes qui se lèvent et qui disent non, nous avons, ou nous choisissons une autre voie de paix, une autre voie de démocratie, une autre voie de réconciliation, comme ça a été le cas de Kizito. Kizito est d'ailleurs en prison, qui a pu parler, échanger avec aussi Madame Ingabire, sans, on le sait tout le monde. On sait que les deux, pour ce qui concerne l'avenir du pays, pour ce qui concerne la réconciliation, la vie, disons, les droits des citoyens, les valeurs démocratiques, on sait qu'ils ont échangé, ils ont eu le temps d'échanger beaucoup. Et là, quand on est invité à un événement comme celui-ci, on ne peut pas manquer d'en parler. Et donc nous avons, peut-être pour arriver à la fin, donc nous avons d'un côté une partie de gens qui font de la terreur, qui essaient de terroriser à travers la violence, que ce soit la violence politique, que ce soit sexuelle, que ce soit aussi par la guerre et par d'autres moyens. Et nous avons des gens qui ont comme arme, qui ont comme moyen, disons, la terreur et la violence. Mais de l'autre côté, et ça, c'est ça qui nous donne la force, nous avons aussi d'autres personnes, d'autres gens, comme Kizito, comme Ingabire, comme Shahidi, et comme d'autres qui disent non, on ne veut pas continuer à vivre dans la terreur, dans la violence. Nous, on veut vivre autrement, dans la paix, dans la démocratie, dans le respect, dans la réconciliation. Et là, c'est ce qui nous donne le courage. Et sur ce point aussi, je remercie, disons, l'équipe de la Fondation KMP qui a organisé cet événement, l'événement comme celui-ci. Parce que c'est aussi toujours dans ce cadre-là de dire, nous, que ce soit rwandais, congolais, belges et burundais, nous avons choisi un chemin de paix, un chemin de non-violence. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons
respecter les uns les autres. Et nous osons ne pas garder le silence devant la violence. Nous osons dire non à la violence et nous avançons vers la paix, même si nous savons que de temps en temps ce n'est pas facile. Voilà, de prêcher la paix quand il y a la violence. Merci. Merci beaucoup. Dans tous les cas, j'aurais peut-être une question à vous poser. Pour moi, ou d'après moi, j'ai l'impression qu'on reste encore